Nous créons des documents pour nos élèves tous les jours. Mais sont-ils lisibles, compréhensibles pour tous? Quels sont les éléments indispensables et ceux qu'il faut à tout prix éviter afin que nos élèves lisent et comprennent nos documents? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Michael, j'enseigne des élèves de 8 à 10 ans en Suisse romande. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que ce que je faisais, ce que je découvrais, ce que j'essayais et mes échecs avaient de la valeur. Depuis, je vous les partage sur le site internet enseigner.org, sur le blog, la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement et sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dans la description et les moyens de m'aider à continuer à le faire aussi. Depuis près de 30 ans, je crée et publie des documents pour mes élèves. Les capacités des traitements de texte et logiciels de création assistés par ordinateur ont bien évolué. Pourtant, certains éléments simples et concrets font souvent défaut dans les documents que nous remettons à nos élèves. Lorsque nous pensons aux élèves dyslexiques, un certain nombre de voyants rouges peuvent s'allumer dans notre tête. Pourtant, en préparant des documents qui leur soient adaptés, nous aidons tous les élèves à lire et à comprendre ce que nous leur présentons. C'est ce genre d'aménagement que j'aime mettre en place pour mes élèves. Une aide pour un ou l'autre élève qui profite finalement à tous. Les conseils donnés dans la suite de cette vidéo concernent les documents tout public de manière générale, en y incluant également des élèves à besoins particuliers. Cependant, pour des publics très spécifiques, comme par exemple les personnes atteintes de troubles de la vue, des modifications plus profondes devront être envisagées. Par exemple, un agrandissement de la taille des lettres bien plus conséquent que celui que je vous conseillerai ici. Premièrement, penchons-nous sur les types de police. Non pas celles qui règlent l'ordre dans nos quartiers, mais les types d'écriture que l'on utilise. Il y en a toute une série et hélas, la plupart ne sont pas tout à fait appropriés à la lecture par nos élèves. Premièrement, il faudrait que ces polices n'aient pas d'empattement. Ces petits traits supplémentaires qui peuvent faire très joli en imprimerie, mais qui vont distraire et empêcher nos élèves de bien voir la lettre et de bien en discerner le contour. On peut de manière générale recommander les polices Verdana, Arial, OpenSens, Handica, Helvetica, Trébuchet et certaines polices qui sont particulièrement travaillées pour les élèves qui ont plus de difficultés, mais parfois on peut également tomber dans des pièges. On pensera également avoir un alignement régulier pour les chiffres, c'est-à-dire des chiffres qui ont toute la même hauteur et pas les polices qui peuvent faire penser à certaines écritures du Moyen-Âge comme Kandara et qui ont une différence de hauteur entre les différents chiffres. De manière générale, on choisira une seule police pour un texte d'un document et peut-être une autre pour les titres et les sous-titres. De manière générale également, les imitations de polices manuscrites, comme par exemple Segoe-Script, seront à éviter parce qu'elles sont bien moins lisibles par les élèves qui ont plus de difficultés. La taille de la police, donc la taille de l'écriture, devrait être assez grande. On recommande généralement un minimum de 12, voire 14. Peut-être que cela demandera un peu plus de papier pour des textes ou des documents assez longs, mais c'est clair que la qualité et la possibilité à tous nos élèves de nous lire doit passer avant une feuille de papier supplémentaire. Parlons maintenant de l'interligne. Des lignes trop proches rendent plus difficile le passage d'une ligne à l'autre. Des lignes trop éloignées pourraient ne pas permettre de saisir la structure du document. Un espacement de 1,5 est généralement un bon compromis entre un texte trop serré et un texte trop espacé. L'alignement de notre texte. Dans notre culture francophone, on aime avoir des marges à gauche et à droite, c'est-à-dire un texte justifié qui joue avec les espaces entre les mots, parfois entre les lettres, pour que
nous ayons une belle ligne à gauche et à droite. Mais cela rend le texte bien plus complexe. Tant pis pour la beauté du document, alignons plutôt nos textes à gauche pour que l'espacement entre toutes les lettres et entre tous les mots soit identique. Bien sûr, dans nos textes, il y a certains éléments qui sont plus importants que d'autres, que nous voulons mettre en évidence. Le gras est la meilleure solution. Le surligné, par exemple comme si on l'avait passé avec un stylo fluorescent, est aussi une bonne idée. Mais évitons l'italique ou le souligné. L'italique parce que la forme des lettres change souvent et que tout est penché, ce qui rend encore une fois l'écriture plus compliquée. Et puis le souligné, dans bien des cas, est beaucoup trop proche des lettres, voire va en barrer certaines, et de nouveau, la qualité, la facilité de lecture va être entravée. On peut aussi choisir de ne rien mettre en évidence sur son document, mais de travailler cet élément avec les élèves, de leur apprendre à repérer les termes importants lors de leur lecture et en commun, dans un premier temps et peut-être individuellement ensuite, de passer avec un fluorescent ces éléments justement qui sont importants, qui permettent de comprendre rapidement la structure du document et les éléments clés. Parlons maintenant de la structuration de la page. Avant de commencer la lecture, elle permettra aux lecteurs d'avoir une idée générale de l'agencement des idées et des informations. Ce schéma visuel leur permettra de mieux comprendre les différents éléments qui seront lus ensuite. Utilisons des titres, des sous-titres, des listes à puces ou à numéros. Attention, mettons bien des numéros et pas des lettres qui pourraient être confondues avec le reste du texte. Et puis, de manière générale, préférons les paragraphes courts. Dans certaines newsletters que je reçois, qui sont pourtant destinées à des adultes ayant une bonne expérience de la lecture, certains auteurs écrivent une phrase par paragraphe et font un double interligne entre chaque paragraphe. Cela peut paraître idiot, mais lorsqu'on lit, et pour autant que le texte ne fasse pas plusieurs pages, c'est assez agréable et assez simple à lire. Donc, des paragraphes courts, c'est bien pour nos élèves. Utilisons aussi des pictogrammes, pourquoi pas? Simples, explicites, ils permettront de reconnaître rapidement certains éléments, comme des consignes ou des informations clés. Parlons maintenant des illustrations, ces petits dessins qu'on utilise un peu partout sur les documents et qui souvent sont plus des encoubles pour nos élèves, des choses qui leur posent problème, que véritablement des aides. Les illustrations devraient soutenir la compréhension et non décorer, c'est-à-dire ces illustrations devraient contenir des informations du texte et pas seulement un petit chat parce que c'est sympa. Plaçons ces illustrations entre les paragraphes plutôt qu'à côté. Et dans nos illustrations, prenons soin de montrer le bon exemple, de montrer ce qui doit être fait plutôt que de mettre en exergue ce qui ne devrait pas l'être. Dans nos documents en général, maintenant, prenons l'habitude de numéroter les pages pour que les élèves puissent facilement remettre les feuilles dans l'ordre s'ils les ont mélangées. Et puis, dans ce même ordre d'idées, indiquons le titre du document dans le pied de page. Cela permettra aux élèves qui ont éventuellement mélangé plusieurs feuilles de plusieurs documents de s'y retrouver plus facilement. Concernant l'impression des élèves, nous avons souvent l'habitude d'agrafer des pages recto-verso pour utiliser moins de papier. Cela peut être une bonne idée et cela évitera que les élèves mélangent les feuilles. Mais il y a une idée qui peut être encore plus facile, c'est l'idée d'imprimer en brochure. Cela permettra aux élèves d'utiliser nos documents comme s'ils étaient simplement un livre en tournant les pages. Et à partir de 4 pages, c'est assez efficace. Dans ma vidéo sur 10 moyens de différencier facilement, je parlais de proposer aux élèves plusieurs modèles pour les synthèses. Bien sûr, il y a toujours le modèle avec le texte qui est souvent l'élément le plus complet et le plus simple à appréhender,
Mais au-delà de cette présentation, on peut aussi agencer les informations d'une manière qui va rendre l'assimilation des informations plus facile, en particulier pour les élèves qui ont une mémoire photographique, c'est-à-dire qui se rappellent des éléments selon leur disposition sur la feuille ou selon les images qui sont ajoutées. Certains élèves préféreront le texte, écrit simplement, mais d'autres seront captivés par une mise en page faisant la part belle à la schématisation, aux illustrations ou aux couleurs. Si la première est accessible à tous, les variations doivent simplement venir en supplément et non en remplacement. Il y a quelques mois, j'ai demandé à l'intelligence artificielle liée à l'application Sketchbo de produire plusieurs synthèses à partir d'un même texte de base, qui restait le document officiel à apprendre. Différentes présentations de la synthèse ont été remises aux élèves, qui ont apprécié tantôt une forme, tantôt une autre. Ce n'est pas une règle, et cela ne doit pas être réalisé forcément pour chacune de nos synthèses. Mais parfois, on peut proposer aux élèves de choisir une forme alternative, en plus de la synthèse en texte. Parlons maintenant des évaluations. La présentation d'une évaluation ne varie pas fondamentalement de celle de n'importe quel autre document. Par contre, on pourra veiller à indiquer clairement quelques informations supplémentaires afin d'aider les élèves à mieux répondre aux questions que nous leur poserons. Souvent, nous entendons certains élèves nous dire « mais j'avais pas compris que cette question se rapportait à telle partie de l'enseignement ». Alors pourquoi ne pas indiquer en en-tête le critère en jeu ou la partie de la leçon sur laquelle porte la question? On peut aussi indiquer le nombre de points afin de permettre aux élèves de répondre d'abord aux questions les plus importantes. Et si jamais il y a une limite de temps, comme par exemple dans les ECR, cela leur permettra vraiment de faire un tri entre ce qui doit être fait d'abord et ce qui est peut-être secondaire. La séparation des différentes questions est importante afin que les élèves puissent comprendre clairement quand il s'agit d'une seule question avec plusieurs sous-questions dont les informations se recoupent ou quand les éléments n'ont rien à voir entre eux. N'hésitons pas à placer les activités différentes sur des pages différentes. Il y a quelques années, j'avais reçu une longue liste de devoirs pour l'enseignement de la part d'une logopédiste qui suivait un de mes élèves. Plutôt que de m'offusquer de cette liste de recommandations et de son manque de professionnalisme, voire de respect dans la collaboration, j'ai choisi de tout mettre en œuvre. 80% des choses étaient déjà faites. Et de lui soumettre la nouvelle maquette que j'étais justement en train de mettre en place pour mes documents. Elle avait apprécié le geste et avait validé l'ensemble des éléments à l'exception du fond grisé pour les consignes. Mon ami graphiste avait eu la même réflexion. Cette maquette est utilisée pour la plupart des documents réalisés depuis 2019. Les documents réalisés avant cette date cochaient déjà plusieurs cases importantes de la liste que nous avons passée en revue. Taille des caractères, espacement, police d'écriture, titres et sous-titres. Par contre, pour les images d'illustration, trop souvent elles étaient à côté du texte plutôt qu'en dessous. C'est en faisant qu'on apprend et qu'on s'améliore. La plupart de ces éléments sont simples, facilement mis en place et ne nécessitent pas de déployer des montagnes de temps, d'énergie ou d'argent. Pourtant, ces petites choses permettront à tous nos élèves de mieux lire et de mieux comprendre les documents que nous mettons à leur disposition et faciliteront leurs apprentissages. Alors, pensons-y. Vous trouverez une page de synthèse à télécharger dans la description. Cela vous évitera de revenir voir cette vidéo chaque fois que vous créez un nouveau document. Connaissiez-vous ces éléments? Sans les connaître, les mettiez-vous en pratique parce que c'était logique? Avez-vous d'autres recommandations pour produire des documents plus lisibles et facilement compréhensibles pour nos élèves? N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Pour continuer dans le même thème, celui de l'aide aux élèves à besoins particuliers, je vous propose cette vidéo qui vous donne 10 pistes pour différencier simplement
dans votre classe. Faites ce que vous aimez, enseignez.